Depuis la nuit des temps, il y a quelque chose de spécial entre l'humanité et ces beautés minérales que la Terre nous offre. Que l'on pense aux pharaons d'Égypte ou aux passionnés d'aujourd'hui, il y a une fascination qui ne se dément pas pour ces trésors géologiques. Alors aujourd'hui, on va partir en voyage. On va essayer de comprendre pourquoi ces pierres, qui sont de véritables fragments de l'histoire de notre planète, continuent de nous captiver et de jouer un rôle si important dans la quête de bien-être de millions de personnes. Cette phrase, elle résume tout, n'est-ce pas? C'est vraiment le point de départ. Ce sont des œuvres d'art, d'une perfection géométrique, mais alors complètement stupéfiante, nées dans le secret des profondeurs de la Terre. Rien que leur beauté, ça suffirait à expliquer une partie du mystère. Mais si on creuse un peu, leur histoire nous révèle une signification bien plus profonde. C'est une quête de connexion en fait, entre ce qu'on peut voir et toucher, et ce qui est de l'ordre de l'invisible. Bon, alors, quel est notre programme? On va commencer par explorer cette fascination un peu globale pour les cristaux. Ensuite, on va faire un grand saut dans le passé pour découvrir la sagesse ancienne qui s'y rattache. Après ça, on s'attaquera à la théorie. Comment sont-ils censés fonctionner? Puis, on ira à la rencontre de quelques pierres vraiment incontournables. Et pour finir, du très pratique, comment les utiliser et surtout comment en prendre soin au quotidien. C'est parti. Alors, premier point, cet intérêt renouvelé qu'on observe pour les cristaux, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, une vision du bien-être qu'on appelle holistique. L'idée, c'est de ne plus voir les choses en pièces détachées. On ne parle pas juste de belles pierres, mais d'une approche qui considère l'être humain comme un tout, un système complexe où le corps, les émotions et l'esprit sont totalement inséparables. Et au cœur de cette fascination, il y a un mot, la lithothérapie. Si on décompose, c'est assez simple. Lithos, la pierre, et thérapeia, le soin, en grec ancien. Le postulat de base, c'est que les cristaux, qui se sont formés sur des millions d'années sous des pressions et des chaleurs absolument extrêmes, sont un peu les gardiens de l'histoire de la Terre. Ils seraient porteurs d'énergie unique, comme une sorte de mémoire vibratoire, capable d'interagir avec nos propres champs énergétiques pour y ramener l'harmonie. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle, loin de là. Passons maintenant à la dimension historique pour voir à quel point c'est ancré. Ce n'est absolument pas une mode récente, mais bien une pratique qui plonge ses racines dans les civilisations les plus anciennes, et ce, sur tous les continents sans exception. Et c'est ça qui est remarquable, cette portée mondiale. En Égypte, par exemple, le lapis-lazuli, avec ce bleu profond incroyable parsemé d'éclats dorés, ce n'était pas un simple bijou, c'était la pierre des dieux, un pont vers le divin. En Grèce, d'où nous vient le mot cristal d'ailleurs, de kristallos qui veut dire glace, on était persuadé que le quartz était de l'eau solidifiée pour l'éternité. Et pendant ce temps-là, en Inde, en Chine, les pierres n'étaient pas des talismans, mais de véritables outils intégrés à des systèmes médicaux très complexes pour équilibrer les énergies vitales du corps, que l'on appelle le chi ou les doshas. D'accord, mais alors, la grande question, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Pour essayer de comprendre, il faut s'intéresser à deux choses. D'abord, leur naissance géologique, et ensuite les concepts énergétiques qui sont au cœur de la lithothérapie. C'est un peu un pont entre le monde matériel et le monde plus subtil. Tout commence ici, dans un processus incroyablement lent, patient, presque méditatif. Il faut s'imaginer, au plus profond de la Terre, sous une pression et une chaleur inimaginables, les atomes s'alignent, un par un, pour créer un réseau en 3 dimensions d'une régularité absolument parfaite. Et c'est cette structure interne, ce fameux réseau cristallin, qui est considéré comme la clé de tout. C'est cette perfection géométrique qui donnerait au cristal sa stabilité et sa capacité à maintenir une vibration pure et constante. Et ça nous amène directement à l'idée fondamentale, la vibration. Dans cette perspective, absolument tout dans l'univers est énergie, tout vibre, la chaise, la table, nos propres cellules, tout. Les cristaux, avec leur structure parfaite, vibreraient à des fréquences très stables, très pures. L'idée, c'est que cette vibration stable, un peu à la manière d'un diapason, peut entrer en résonance avec les vibrations plus chaotiques de notre corps, dues au stress, à la fatigue, et aider à les réaccorder, à les harmoniser, et finalement à dissoudre les blocages énergétiques. Et là, il y a un pont assez fascinant entre la science et la croyance. C'est la piézoélectricité. C'est un phénomène physique bien réel, découvert par les frères Curie. En gros, quand on applique une pression mécanique sur un cristal, comme le quartz, il génère une charge électrique. C'est ce principe qui fait fonctionner nos montres à quartz. Pour la lithothérapie, cette capacité objective à transformer une énergie mécanique en énergie électrique, ça illustre parfaitement la nature du quartz comme maître guérisseur, capable de répondre, d'amplifier et de transformer les énergies. Et pour appliquer ces concepts, la lithothérapie s'appuie très souvent sur le système des chakras, qui vient des traditions yogiques de l'Inde. L'idée, c'est que le corps possède 7 centres énergétiques principaux, des sortes de roues d'énergie alignées le long de la colonne vertébrale. Chacune gère des aspects spécifiques de notre bien-être physique, émotionnel, mental. Et à chaque chakra est associée une couleur. On va donc utiliser des cristaux de la couleur correspondante pour aider à rééquilibrer et à harmoniser ce centre énergétique en particulier.
Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la rencontre avec quelques-unes des stars du monde minéral. C'est un peu comme si chaque cristal avait sa propre personnalité, son énergie unique et, bien sûr, ses propres bienfaits. Et vraiment, chaque pierre raconte une histoire. L'améthyste, avec ce violet profond, était utilisé par les Grecs pour, soi-disant, prévenir l'ivresse et garder l'esprit clair. Le quartz rose, c'est la pierre du chakra du cœur. Elle aide à apaiser les peines, à guérir les blessures émotionnelles et à cultiver l'amour de soi et des autres. La citrine, elle, est solaire, dorée. On la surnomme la pierre du marchand car on l'associe à l'abondance, à la prospérité. Et le lapis lazuli, si cher aux Égyptiens, est lié à la communication, à la capacité d'exprimer sa vérité intérieure. Et pour ce qui est de la protection, on a 2 pierres qui se distinguent vraiment, mais avec des approches différentes. D'un côté, l'obsidienne, ce verre volcanique, noir et profond. Elle agit comme un bouclier très puissant qui absorbe les énergies négatives de l'environnement. De l'autre, l'œil de tigre, avec ses reflets qui dansent. C'est aussi une pierre de protection, mais elle agit différemment. Elle va plutôt renforcer la confiance en soi, la clarté de vision, pour nous aider à faire face aux défis. Un peu comme le félin dont elle porte le nom en fait. Allez, on passe à la pratique. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre concrètement ces pierres dans son quotidien? Et surtout, comment on s'assure qu'elles restent, disons, efficaces, selon les principes de la lithothérapie? Il y a vraiment plein de façons de faire. La plus simple et la plus courante, c'est de les porter en bijoux. Ça permet un contact permanent avec le champ énergétique du corps. On peut aussi méditer en tenant une pierre dans sa main pour amplifier son intention, ou tout simplement en placer dans une pièce, sur un bureau pour en modifier l'ambiance. Il y a aussi la création des élixirs, mais là, attention, il faut être très prudent car certaines pierres sont toxiques au contact de l'eau. Et ça, c'est un aspect essentiel, l'entretien. Les cristaux sont un peu vus comme des éponges énergétiques. Ils absorbent ce qui les entoure. Il est donc important de les nettoyer symboliquement, par exemple en les passant sous l'eau courante qui purifie, ou avec la fumée de sauge qui va dissiper les énergies stagnantes. Ensuite, on les recharge. La lumière de la pleine lune est souvent privilégiée, c'est une source d'énergie douce et puissante. Et enfin, on peut les programmer, c'est-à-dire y placer une intention pour diriger leur énergie vers un but précis. On arrive à la fin de notre parcours, ce qui nous laisse avec une question fondamentale, je crois. Qu'il s'agisse de vibrations subtiles ou de l'effet psychologique d'un très bel objet, la pratique de la lithothérapie met en lumière un élément absolument crucial, le rôle de l'intention. En focalisant notre attention sur une pierre, en lui confiant un but, n'active-t-on pas avant tout notre propre pouvoir de transformation? Le cristal devient alors un miroir, un point d'ancrage pour notre propre volonté. Et ça, c'est une réflexion fascinante sur ce lien mystérieux entre l'esprit et la matière.